représentants du conseil municipal enfants de Chalais-sur-Loing qui sont à l'arrière. On salue les enfants du conseil municipal de Chalais-sur-Loing en présence de Myriam Kachichi, qui est chargée du conseil municipal. Myriam, toi. Elle est là-bas, Myriam. Merci de nous avoir accueillis. Donc on accueille Oulé Dio, Vanessa Tari, Lucas Coelho, Lorraine Frochot, Younes Teboulki, Noah Faure, Zakaria Kediri, Raphaël Menu et Diaratou Tandia. Bienvenue à vous. Ah oui, Diaratou, les amis. Bienvenue à vous et on vous souhaite un bon conseil d'agglomération. Ce conseil va commencer, si vous le voulez bien, par la participation à l'hommage à nos deux membres des forces spéciales de la Marine nationale tués dans la nuit du 9 au 10 mai dans le nord du Burkina Faso pour libérer 4 otages. Et donc c'est le sens de cette minute de silence que nous avons effectué tous ensemble pour Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Merci à vous. Secrétaire de séance, je vous propose Annie Gay, si elle l'accepte. Elle l'accepte. Madame Brunner va faire appel. Monsieur Dupaty. Présent. Madame Février arrivera en retard en attendant de donner le pouvoir à Monsieur Dupaty. Monsieur Egbert. Présent. Madame Bedu. Monsieur Lavie arrivera en retard en attendant il donne le pouvoir à Monsieur Egbert. Madame Gay. Présent. Monsieur Abraham. Présent. Monsieur Gabouret. Monsieur Schuller. Madame Leloup. Présent. Monsieur Demomont, absent excusé, a donné le pouvoir à Monsieur Ostur. Madame Delaporte, absente excusée, a donné le pouvoir à Monsieur Pépin. Monsieur Pépin. Présent. Madame Clément. Présent. Monsieur Rambaud. Présent. Madame Hug. Monsieur Ostur. Présent. Madame Berthelier. Présent. Madame Morand. Monsieur Bourillon. Présent. Madame Chapillon, absente excusée, a donné le pouvoir à Monsieur Bourillon. Monsieur Ricardou. Présent. Madame Asticard, absente excusée, a donné le pouvoir à Monsieur Ricardou. Monsieur Béguin. Présent. Madame Langrand, absente excusée, a donné le pouvoir à Monsieur Béguin. Monsieur Godet. Présent. Monsieur Bernard. Présent. Monsieur Supplisson. Présent. Monsieur Dijon. Présent. Madame Janet, absente excusée, a donné le pouvoir à Monsieur Dijon. Madame Butor. Monsieur Terrier. Monsieur Mallet. Présent. Monsieur Dor. Présent. Madame Paré, absente excusée, a donné le pouvoir à Monsieur Dor. Madame Ribeiro. Monsieur Notin nous a signalé son arrivée en retard. Madame Garriel. Monsieur Charpentier. Présent. Monsieur Marcotte. Présent. Monsieur Laurent. Présent. Madame Prochasson. Monsieur Gaillard. Présent. Monsieur Delaveau. Présent. Madame Paraskiova. Présent. Monsieur Lelièvre. Présent. Madame Dardelé. Monsieur Guillot. Madame Masson. Présent. Madame Serrano. Monsieur Touratier. Présent. Madame Gada. Monsieur Coulon. Présent. Monsieur Wattel, absent excusé, a donné pouvoir à Madame Serrano. Madame Absolue. Monsieur Feuge, absent excusé, a donné pouvoir à Madame Absolue. Nous avons encore Merci à tous. Une question est ajoutée à l'ordre du jour. C'est la convention entre l'agglomération et SNCF Gare et Connexion pour permettre la diffusion sur écran au sein de la gare de Montargis d'informations de réseau de mobilité Amélis sur son activité. Comme vous le savez, il y a un nouveau réseau de transport public qui va entrer en vigueur cet été. Et un des éléments clés, c'est l'amélioration de l'information en gare. La fréquence des bus en gare va être multipliée par 4, il va y avoir une consigne à vélo. Et ça, pour pouvoir le signaler au public, quand on descend dans le tunnel, et donc les gens du train rentrent dans le tunnel et ne savent pas s'il faut aller à gauche ou à droite. Donc il y aura toute cette information en gare, des écrans qui vont être installés dans le tunnel pour permettre aux usagers de s'orienter. Donc nous avons cette convention et on est d'accord, on la rajoute à l'ordre du jour. Le point numéro 1. D'abord, pour l'approbation du PV de la séance du 20 décembre 2018. Est-ce que vous avez des remarques, des commentaires? Il est approuvé.
La liste des décisions prises en vertu de l'article L52-11-10-CGCT, vous avez cette liste de décisions. Est-ce qu'elle appelle des remarques, des commentaires? Non. Les marchés et avenants signés en vertu de délégation de l'Assemblée au président. Là aussi, vous avez la liste de ces marchés et avenants. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Non. On passe à l'ordre du jour. Le point 1, c'est la création du budget annexe de la zone d'activité économique du Bain. Comme vous le savez, on a acquis ces 5,7 hectares au centre de l'agglomération. Et pour des raisons de transparence budgétaire et de TVA, puisqu'on va acheter et vendre et faire les travaux, je vous ai proposé de créer un budget annexe qui va recenser l'ensemble des dépenses et recettes budgétaires de cette zone d'activité du Bain. Donc, et l'actif de la caserne sera apporté en première décision à ce budget annexe du Bain. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Point 2, l'approbation des statuts du pôle d'équilibre territorial et rural du Montargis-Gatinet. Ce sont des statuts types. Vous les avez lus. Je ne sais pas s'ils appellent des commentaires de votre part. Ils ont été vus en commission. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Le point 3, c'est la convention de mise à disposition du personnel de l'agglomération auprès du PETR, puisque le PETR exerce des missions que l'agglomération exerce son périmètre. Donc plutôt que de recruter du personnel supplémentaire, il nous est proposé de mettre à disposition du personnel de l'agglomération du PETR pour des tâches qui relèvent du PETR sur le territoire de l'agglomération. Et donc vous avez la liste des personnels mis à disposition et le PETR nous les indemnise à hauteur du temps mis à disposition. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Le point 4, c'est la modification au tableau des quotas de promotion dans le cadre de l'avancement de grade. Donc vous avez les avancements de grade qui ont été réalisés dans le cadre de la carrière des agents de l'agglomération et il faut juste actualiser ce tableau des quotas de promotion. Ça a été vu par les organes internes de l'agglomération. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Point 5, c'est la demande d'invitation partielle du budget annexe des rémunérations des agents assurant le service technique et financier au sein du service assainissement. Donc là aussi, c'est des agents qui émargent le budget général, que le budget général va facturer au budget annexe assainissement concernant leurs prestations techniques. Donc c'est de l'organisation budgétaire interne à l'agglomération. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Point 6, Madame Absolue. Alors, il s'agit d'une convention mécénat de compétences entre le musée Giraudet et la chaussée médicale. Donc, la chaussée médicale met à disposition du musée un fauteuil roulant pour les personnes à mobilité réduite. En contrepartie, le musée Giraudet devra faire l'acquisition d'une trousse de premier secours et une visite commentée des collections permanentes et des dispositions temporaires pour les responsables et personnels de chaussée médicale, ainsi que l'invitation aux manifestations culturelles programmées par le musée. Il convient donc d'approuver ce partenariat et d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Point suivant, Madame Absolue. La convention de partenariat avec la ville d'Amilly pour l'organisation du concert Trio Vadim Kolodenko qui aura lieu le vendredi 3 avril 2020 à l'espace Jean Villard. Donc, l'agglomération et les jardins d'agrément ont décidé de programmer ce concert et le résultat de cette opération sera partagé équitablement entre la ville d'Amilly et l'agglomération pour ne pas excéder 9 000 €. Je vous demande de bien vouloir approuver le partenariat avec la ville d'Amilly. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Point suivant, Madame Absolue. Alors, concernant le salon de visite de l'agglomération, il s'agit du remboursement des avances de frais de transport, de restauration et d'hébergement des auteurs invités. Donc, ce salon est organisé en partenariat avec les libraires du territoire, la librairie des écoles, la librairie du Hérisson et Manga Inco. Donc, pour permettre aux libraires associés de procéder à l'achat au meilleur prix des titres de transport et de les faire parvenir à l'avance aux auteurs invités et de régler les repas et les hébergements des auteurs, l'agglomération doit autoriser le remboursement des avances de frais de transport, de restauration et d'hébergement. Ces sommes seront remboursées aux libraires et aux auteurs ayant fait les avances à condition d'avoir été autorisés préalablement par écrit par l'agglomération. Je vous demande d'approuver ce remboursement. Y
Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Le point 9, c'est les sports, c'est les nouvelles conventions d'utilisation des canaux sportifs par les lycées. La région a modifié ses règles. Désormais, on ne traite plus avec elle, mais avec les lycées. Et là, la région subventionne les lycées. Donc, on fait finalement pour les prochaines années que changer de signataire de la convention. Et les règles restent identiques. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Alors pour les points du point 10, pardon. C'est le point 10. Il s'agit d'approuver pour la prorogation pour les 3 années supplémentaires du contrat opérationnel de prévention et sécurité. Ce contrat opérationnel a été signé le 29 mars 2010 pour une durée de 4 ans, prorogé ensuite de 6 ans jusqu'au 31 décembre 2018. C'est une structure qui donne une satisfaction, qui permet à l'ensemble des acteurs de la prévention et de la sécurité de se coordonner. Il est proposé de prolonger ce contrat de 3 ans par avenant jusqu'au 31 décembre 2021. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Ensuite, donc, une liste de subventions du point 11 au point 44. Vous avez donc 33 subventions attribuées dans le cadre de la programmation 2019 comptable. Je propose que notre conseiller en charge de ces sujets politiques de la ville, Jean-Pierre Dor, prenne la parole et fasse un rapport global à la suite de laquelle nous passerons au vote. Merci, Monsieur le Président. Oui, la 32 concerne des associations différentes. Je vais vous donner le montant total de la subvention de l'agglomération associée à la subvention de l'État pour le coût total du projet. La subvention générale de l'agglomération sera de 118 500 €. La subvention de l'État est exactement la même que celle de l'an passé, 154 426. Et le coût total du projet, si on y ajoute l'agglomération, l'État, le Conseil général, le Conseil régional, l'allocation familiale et autres, et les communes, on arrive à 1 810 000 € pour la politique de la ville. Donc je vais très rapidement énoncer chaque association et je pense qu'il faudra un vote global, sauf si vous avez une réflexion sur un sujet. Le premier, c'est l'association Femmes Solidaires, dans le cadre de leur activité, à la hauteur de 3 000 €. Le point 12, c'est l'association montargoise d'animation, accompagnement à la scolarité. La subvention de l'ACLO est de 2 450. Le point 13, également l'association montargoise d'animation, accueil par an un moment pour soi, subvention 1 150 €. La 14, c'est le collège du Grand Clos, parcours d'éducation artistique et culturelle à la hauteur de 2 900 €. Ça, ce sont les subventions de l'AGLO. Le point 15, collège Paul-Éluard, promouvoir la culture au collège, 2 000 €. Point 16, collège Paul-Éluard, c'est la classe relais que l'on soutient depuis de nombreuses années à la hauteur de 2 000 €. Le point 17, c'est l'échiquier du Gâtinais. Pas de réussite sans échec, 2 500 €. Le point 18, c'est l'Imanis, pour une épicerie et partage à la hauteur de 8 000 €. Le point 19, c'est Amara 45, c'est une action de la Maison des Associations à la hauteur de 4 000 €. Le point 20, c'est le CPAD, ce sont les permanences de la formation juridique en visioconférence, c'est à la hauteur de 2 000 €. Le point 21, Tivoli au théâtre, portrait 2019, c'est le motif, 2 000 €. Point 22, Tivoli au théâtre, mémoire en chanson, 1 000 €. Le point 23, les concerts de poche, c'est la musique au cœur des quartiers, 3 000 €. Le point 24, conseil citoyen de Chalette, 7 familles, 7 portraits, c'est le jeu des 7 familles, 1 100 €. Le point 25, c'est le conseil citoyen de Montargis, c'est l'animation d'un espace citoyen dans les quartiers prioritaires de la ville, 1 500 €. Le point 26,
Conseil citoyen de Montargis, 800 €. Le point 27, c'est le PIMS du plateau pour les ateliers numériques, 2000 €. Le point 28, avec le CID 2F. Cyberviolence, il faut en parler, 1000 €. Le point 29, également l'association CID 2F. Permanence juridique dans les quartiers prioritaires, 5300 €. Le point 30, avec 1000 sourires, la fête du quartier de la Chaussée 2019, 1800 €. Le point 31, 1000 sourires également, deuxième atelier vélo dans le quartier du Château, du Plateau, 2000 €. 1000 sourires, point 32, aide à l'expression française, 2400 €. Le point 33, c'est l'association des parents de Chotan. C'est de renforcer le lien entre les parents et les enfants, 1700 €. Le point 34, avec l'USM Football, c'est le développement et la promotion du football féminin, très à la mode en ce moment, 2000 €. Le point 35, avec Agafor, apprendre à apprendre, 2500 €. Le point 36, avec la Croix-Rouge, c'est la vestibilité, 3500 €. Le point 37, avec la pagaie, dans l'environnement de l'agglomération des travaux, 15 000 €. Le point 38, avec FAP, chantier d'insertion ICAR, 15 000 €. Le point 39, Humanis Insertion, Boutique et Partage, 5 000 €. Ces trois associations, APAGEF, FAB et Humanis, c'est pour mettre à l'emploi des personnes qui sont longs en chômage et en perte de frais sociaux, de dépenses sociales, de soutien social. Le point 40, c'est Fratercité. C'est la phase de développement pour l'atelier chantier d'insertion, 2500 €. Le point 41, c'est avec la BGE du Loiret, Cité Lab, 15 000 €. Le point 42, avec BGE Loiret, c'est la sensibilisation des jeunes à l'initiative d'emploi et d'entrepreneuriat, 2 000 €. Le point 43, c'est Gâtinais en transition, avec la fabrique, 1400 €. Et le 44, c'est la mission locale, passe ton permis, c'est pour avoir des permis de conduire pour les jeunes qui sont en situation de non-bac et qui conduisent avec un permis et non sans permis. 2 000 €. Voilà, le total, donc, il est de 118 000. L'État, 154 426, pour un total général d'1 million. Et je voudrais rajouter à ce dossier, ce qu'on a reçu de l'État il y a quelques semaines, c'est un soutien comme l'an dernier pour la commune de Chalais et la commune de Montargis de 450 000 € dans des frais d'investissement dans les quartiers prioritaires de la ville. Et là, ce ne sont plus des associations, ce sont les communes qui seront en charge de voir quels investissements ils doivent effectuer dans ces deux quartiers, Chalais et Montargis. 450 000 € en supplément. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Merci, M. Dor. Je signale que donc, pour les points 37 et 44, M. Dor ne prendra pas part au vote étant président de l'association, et pour le point 38, M. Guillaume ne prendra pas part au vote étant président de l'association. Y a-t-il des commentaires, abstentions, oppositions? C'est adopté. On passe aux affaires économiques. Point 45, M. Egbert. Oui, donc le point que je dois vous exposer concerne la convention FISAC et le règlement intérieur. Compte tenu que ces documents vous ont été adressés, je vais vous faire un résumé succinct et évoquer les points importants. Je vous rappelle que le dossier FISAC a fait l'objet d'une demande qui a reçu l'approbation du Conseil d'Agglo du 22 décembre 2017. Le dossier FISAC de l'agglomération montargoise a été examiné par le comité de sélection du ministère des Finances qui a donné un avis favorable le 31 décembre 2018. Et de la décision, il ressort que l'AGLO perçoit une subvention de fonctionnement au titre du FISAC de 45 450 €,
qui correspond à une aide au financement d'applications numériques pour 9 709 €, pour les campagnes de communication pour 17 261 €, pour le regroupement d'animateurs pour 15 000 €, pour l'évaluation des opérations pour 3 480 €. Ça, c'est au titre du fonctionnement. Et concernant les aides à l'investissement, un montant de 78 000 € sera versé. Il s'agit à hauteur de 60 000 € d'une aide à la modernisation des entreprises de proximité et une aide pour les travaux d'accessibilité à hauteur de 18 000 €. Comme vous avez pu le lire dans les deux documents, les demandes de dossiers ou d'aide devront faire l'objet d'un examen par le comité de pilotage dont la composition est fixée dans la convention et dans le règlement intérieur. Donc, là, pour, disons, aller un peu plus rapidement dans le traitement des dossiers, sachant que concernant l'outil numérique, nous avons déjà travaillé en commission, il était prévu d'apporter une aide qui était de même de 39 000, mais là qui est prévu pour 37 000 € pour effectivement l'outil numérique qui sera mis à la disposition des commerçants, non seulement de la ville de Montargis, mais également des commerçants de l'agglomération montargoise, ceux qui le désirent, et de financer une campagne de promotion. Donc, si vous le voulez bien, l'aglo attribuera par principe une subvention de 37 000 € et bien entendu, chacun des dossiers, qu'ils soient constitués par l'Union des commerçants ou par les différents commerçants, fera l'objet d'une étude ad hoc pour bien voir si le dossier est éligible et peut être financé à la fois par le FISAC et par l'AGLO. Donc, je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver les modalités de la convention et du règlement intérieur que vous avez pu consulter, hein, et d'autre part, de vous prononcer sur une attribution de principe, une subvention de 37 000 € à l'Union commerciale de Montargis. Des commentaires? Oui. Derrière. Simplement une question. Donc ces 37 000 € sont pris sur les 120, sur les 45 000 € de fonctionnement. Il faut savoir que le FISAC intervient en général à hauteur de 30% du montant des dossiers. Il y a un plan qui est financé à 30% par FISAC, une et 40% par l'Union. D'accord. Et je n'ai pas très bien compris à quoi servaient ces 37 000 €, parce qu'il faut acquérir un outil numérique et l'UCM sera l'interlocuteur pour tous les commerçants de l'agglomération pour utiliser cet outil. Il nous faut une association de commerçants à l'échelle de l'agglo et tout sera, comme l'a dit Guy, sous la supervision de la commission de pilotage. On n'a pas d'autres assos à disposition. Donc voilà, c'est pas forcément là. Mais de toute façon, toutes les attributions seront supervisées. Et le FISAC est justifié. Merci à la subvention FISAC, la FISAC est versée à l'UCM. Tout le monde ne peut pas dire on va demander à l'UCM de reverser la subvention FISAC. Les 30% sont reçus par l'UCM. Donc les 40% les amènent aussi dans l'UCM. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Point suivant, M. Albert. Bon, il s'agit de l'attribution d'aide économique au titre du Fonds de secours des commerces. Comme vous le savez, du 17 novembre 2018 au 16 janvier 2019, les principaux points d'accès à l'agglomération montargoise ont fait l'objet de barrages bloquants ou filtrants.
ayant généré une baisse importante de fréquentation pour les commerçants et artisans du Montargis. Durant ces 2 mois, l'État n'a pas assuré sa mission de garantir la liberté de circulation sur ces axes routiers qui relevaient de sa responsabilité. Par délibération du 21 décembre 2018, les élus communautaires ont acté la création d'un fonds de secours commerce pour venir en aide aux petits commerçants les plus impactés par les mouvements de filtrage ou de blocage. L'agglomération a ouvert du 1er mars au 31 mars 2019 le dépôt des demandes des commerçants et artisans de l'agglomération ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à environ 350 000 euros et ayant subi une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 25% par rapport à la moyenne des 2 années précédentes. La commission du fonds de secours s'est réunie le 26 avril 2019 et était composée de M. Olivier Mioche, président de l'Ordre des experts comptables loirais et président de la commission, de M. Patrick Rabin, directeur de l'agence montargoise de la Chambre des métiers et de l'artisanat, de M. Guy Robinet, élu de la Chambre de commerce et de l'industrie de Loiret, et de 3 vice-présidents de l'agglomération montargoise, Mme Bernadette Absolu, M. Gérard Leguière et moi-même. Il a été décidé, à l'examen des 26 demandes recueillies par l'analyse des documents administratifs et comptables fournis, l'examen des 26 dossiers a permis au président de la commission fonds de secours de formuler les avis. Une demande a été jugée irrecevable s'agissant d'un commerce situé à Ferrières-en-Gâtinais. 9 demandes ont été jugées recevables pour une proposition globale d'indemnisation de 45 424,12 euros. Et les commerçants ou les commerces concernés sont les suivants. Oligane pour une aide de 9 152 euros. Espace Vital pour une aide de 1 684 euros. Anditronique pour une aide de 4 224 euros. Pour e-store Média pour 7 632 euros. Le camp Métal Café pour 7 839 euros. Pour Sandra Chaussures pour 1 612 euros. Pour Motus 2105 euros. Little Zoo 2036 euros. Et NAPNAP 9136 euros. Le tout faisant bien 45 euros. Une notification de décision motivée sera adressée à chacun des demandeurs. Il faut savoir que pour déterminer l'indemnisation, le calcul a été fait de la manière suivante: la perte du chiffre d'affaires hors taxe multipliée par le taux de marge brute connu concernant le secteur d'activité. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose d'approuver la proposition globale d'indemnisation pour un montant global de 45 424,12 euros. Merci M. Albert. Un mot sur le qui est une commission indépendante, présidée par quelqu'un d'indépendant, le président d'ordre du expert comptable, qui a appliqué les critères rationnels mathématiques. Les 25% de baisse du chiffre d'affaires, les 50 000 euros de résultat de chiffre d'affaires maximum par année, et qui a, moi, aucun politique de mêler ce débat. Il y a eu une application stricte des critères, on peut dire que ce n'est pas assez 9 sur 20 et quelques, mais voilà, c'est l'application des critères fixés par l'Assemblée qui donne lieu à un résultat qui est mathématique, qui donne un montant d'enveloppe qui est finalement un peu inférieur à ce qu'on avait prévu initialement. Mais après tout, on a fixé des critères, on les applique et il n'y a pas grand-chose à rajouter. Y a-t-il des oppositions? Alors, il y a un commerçant comme ça qui est concerné qui ne prendra pas part au vote. Il n'y a plus d'opposition. Des abstentions. Adopté. Le point suivant, M. Albert. Donc, ce point concerne le territoire d'industrie. Le territoire du Montargois en Gâtinais a été labellisé territoire d'industrie lors du Conseil national de l'industrie du 22 novembre 2018 et a ensuite été étendu à la communauté des communes génoises. Oui, puisque initialement ça ne concernait que le périmètre du PETR et comme le génois était isolé, donc le génois a par la suite été rattaché pour pouvoir bénéficier des mesures qui pourraient
pourraient être prises dans le cadre de cette action gouvernementale. Ces deux bassins de vie se rejoignent sur les enjeux suivants: développement de l'emploi industriel par la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, améliorer l'attractivité du territoire en s'appuyant sur les services appropriés et indispensables, facteurs de croissance et de compétitivité, accompagner le développement d'innovations industrielles pertinentes pour la pérennité des industries du territoire d'industrie, participer à l'optimisation des démarches administratives afin de faciliter le développement des industries. Pour ce faire, le territoire s'appuie sur une coopération économique mise en place il y a un an entre les 4 EPCI du bassin de vie du Montargouin-Gâtinais, un réseau industriel fort et actif sur le bassin giennois, une forte mobilisation d'acteurs publics et privés, qui a permis d'élaborer un premier ensemble d'actions étudiées, concertées et partagées. Des secteurs industriels représentés de montage, métallurgie, mécanique, caoutchouc, pharmacie. Les signataires s'accordent sur des interventions coordonnées pour conforter efficacement et durablement les ambitions de reconquête industrielle et de développement du territoire d'industrie du Montargouin-Gâtinais et de la communauté des communes giennoises. Le contrat qui vous est proposé a pour objet de décrire l'intention des parties de s'inscrire dans la démarche et précise leur engagement réciproque. Il définit les modalités de mise en œuvre de leurs interventions, le plan d'action concerté pour la mise en œuvre du projet de territoire, ainsi que les modalités de pilotage et de suivi de la démarche. Je vous propose donc d'autoriser, Monsieur le Président, à signer le projet de contrat de territoire d'industrie entre, d'une part, la région Centre-Val de Loire, la communauté d'agglomération montargouise et les communautés de communes, les 4 vallées, celles des canaux et forêts en Gâtinais, celles de Berry, et de Douane, et celles des communes génoises, les partenaires publics et les partenaires économiques industriels. Merci M. Agbert. La signature de cette convention est prévue, si vous l'approuvez aujourd'hui, le 25 juin à 17h ici même. Il faut à la fois reconnaître l'ambition du projet, de mettre tous les Loirais autour d'une convention de territoire d'industrie avec tous les partenaires, et puis pour l'instant la modestie de l'argent nouveau engagé par notamment l'État, qui est à l'initiative, dans le développement industriel, puisque pour l'instant les moyens nouveaux accordés à ces territoires d'industrie ne sont pas encore clairement identifiés. Y a-t-il? Oui, Muriel. Oui, simplement pour dire que, évidemment, je vais voter cette convention, puisqu'il est important que notre territoire soit attractif en matière industrielle et puis soit prêt, évidemment, aux transitions en termes d'économie circulaire ou de diminution des dépenses énergétiques également. Et il y a simplement une remarque qui m'a été remontée d'un chef d'entreprise, puisque la BPI fait partie des signataires de cette convention, qui est que parfois il y a un manque d'information vis-à-vis des chefs d'entreprise, en particulier des PME et des gens qui démarrent, sur les conditions de caution des prêts accordés par la BPI et qui peuvent poser problème à certains moments. Voilà, il y a des procès en cours. Donc peut-être un point d'attention à avoir pour les acteurs de cette convention par rapport à l'information sur les aides économiques qui sont apportées aux entreprises. Vous avez raison, il y a une information sur les aides à partir de la BPI. Y a-t-il d'autres observations, M. Dor? Oui, un mot pour rappeler, M. le Président, que c'est un rapport parlementaire qui a ciblé le Montargouin et le Giennois comme parmi les 104 territoires industriels de France. Et c'est un rapport positif qui montrait qu'il y avait un développement industriel important dans l'est du département. Et c'était un petit peu un rapport parlementaire qui voulait un peu comparer les territoires semi-ruraux, semi-urbains par rapport aux territoires de métropole. Donc 104 parmi l'Hexagone ont été ciblés dans le Montargouin-Giennois. Je pense que c'est un rapport positif très important et c'est bien qu'on puisse l'appuyer. Et si on a des subventions de l'État, ce sera encore mieux. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Monsieur Agbert, la parole. Monsieur Bouillon, pardon. Merci. Il s'agit
D'autoriser Monsieur le Président à signer une convention dans le cadre primaire avec la SAFER du Centre. La SAFER est une société d'aménagement foncier, établissement rural, est un acteur privilégié du volet financier des politiques publiques. Alors, la convention proposée a pour objet d'apporter, sur une demande de l'EPCI, un conseil et un accompagnement sur les problématiques foncières, ce qui permet de rencontrer au quotidien, d'assurer pour le compte de l'EPCI et sa demande à la prise financière des parcelles nécessaires à la réalisation de projets d'aménagement, de contribuer à la mise en œuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable en territoire, de contribuer à la transparence du marché foncier, de concourir à la préservation de l'environnement, de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles concernées par des projets d'aménagement d'intérêt général, d'apporter un concours technique aux collectivités territoriales pour la mise en œuvre d'opérations foncières, d'informer la collectivité des ventes ayant lieu sur le territoire par l'intermédiaire de l'outil Vigifoncier. Sur ces différents sujets, l'agglomération montargoise a eu et aura encore besoin de s'appuyer sur les compétences et expertises de la SAFER. Alors, il y a un coût. Alors, le coût financier, la rémunération est prévue sur la base d'un chiffrage par jour de travail, soit 640,40 € par jour de frais de travail, frais de déplacement et donc, je vous demande l'autorisation à Monsieur le Président de signer une convention dans le cadre pluriannuel de la SAFER du Centre. Des oppositions, des abstentions, c'est adopté. Monsieur Le Guer, pour le compte. Alors, il s'agit d'une convention de base sur la commune de Montargis avec délégation partielle de l'EPCI pour le portage de l'opération de restructuration de la rue du Général Leclerc, tout d'abord, dans le cadre de l'opération Cœur de Ville, et de déléguer le droit de pension au maire et l'établissement public pour le périmètre de l'opération et de le retirer à la commune. Lors du conseil municipal de Montargis, du 8 avril dernier, une réflexion a été menée concernant la situation foncière de ce secteur, dans le cadre de l'analyse de la vacance des commerces et logements, qui ont mené à envisager de travailler sur la restructuration de certains bâtiments. C'est des actes mis en avant dans le cadre du projet Cœur de Ville. Les opérations pourront être menées pour aboutir à la restructuration de cellules commerciales pour les moderniser et reconquérir des étages avec des logements adaptés ayant un accès indépendant de l'activité de rez-de-chaussée. Ce thème est traité dans le volet du plan local d'habitat en cours et du futur plan local d'urbanisme. Le mandat confié à l'EPCI consistera à négocier l'acquisition des biens situés dans les 6 secteurs de la rue du Général Leclerc, inclus dans les périmètres figurant sur le plan qui est joint. Pour cela, il y a lieu de retirer la délégation du droit de préemption urbain à la commune de Montargis et de la donner à l'EPCI sur les secteurs concernés. Je vous propose de supprimer partiellement la délégation du droit de préemption urbain à la commune de Montargis sur les 6 secteurs concernés par l'opération de restructuration et de donner la délégation partielle du DPU de l'agglomération montargoise à l'EPCI pour les 10 secteurs de la commune de Montargis, avec des dérogations figurant dans les statuts de l'agglomération montargoise selon l'extrait des statuts 5.9 de la NEF. Opération de restructuration de la rue Général Leclerc, y a-t-il des oppositions à la supervision? Simplement pour dire que bien nous étions évidemment d'accord avec l'idée d'améliorer le logement en cœur de ville et de renforcer l'attractivité par le logement du cœur de ville et que la rue Général Leclerc s'y prête. Cela dit, là le droit de la délégation à l'EPFLI cœur de ville se fait un peu tôt et la définition du projet est très large. Ce qui fait que ça se fait à un stade où le projet est peu défini, ce qui conduit à définir 6 zones au lieu des 3 initiales, qui semblaient peut-être plus raisonnables pour arriver à un projet abouti plus rapidement. Et ce qui nous embête, c'est que donc on a défini 6 zones, ce qui paralyse l'activité commerciale sur la rue Leclerc, puisque personne ne peut vendre, ne peut louer, dans la crainte d'être préempté, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, donc c'est un peu une épée de Damoclès qui pèse sur tous les commerçants de la rue. Donc voilà, je m'abstiendrai pour les mêmes raisons que le conseil municipal. Benoît, alors, Madame Gabriel, pour répondre à vos inquiétudes, je voudrais vous rassurer, la zone la plus large possible est une zone de
contrainte. On n'a pas dit qu'on achèterait tous les immeubles, le PFLI n'a pas dit qu'on achèterait tous les immeubles. Il faut avoir des zones qui sont définies pour pouvoir intervenir. Il y a intervention sur le logement, il y a intervention sur les commerces. La première zone, qui est la partie entre l'église et la rue Courgeon-Dupont, c'est la partie la plus importante, hein, la partie jaune. Elle correspond à une quinzaine d'immeubles à peu près, hein, et le commerce et l'immeuble derrière. Et c'est la zone prioritaire. Mais il y a des opportunités. Je peux vous dire, dans la première partie de la rue Général Leclerc, il y a déjà des opportunités qui se présentent. Donc il faut qu'on puisse les saisir. Alors c'est pour ça que ça a été élargi, mais ça n'est pas une décision de prendre tout. Hein, il y aura une partie qui sera prise, et au cas par cas, on sera amené à discuter avec les propriétaires. Enfin, nous, le PFLI va discuter avec les propriétaires. La ville n'intervient pas directement, elle donnera son avis au cas par cas. Voilà. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est une mesure assez large pour pouvoir intervenir, mais il faut pouvoir intervenir, c'est un problème. Alors je vous signale aussi que le PFLI hier, dans son bureau, a décidé de prendre le dossier, donc ils ont confirmé, ils étaient intéressés, il y a eu le vote de Montargis, le vote de PFLI hier, et aujourd'hui celui de l'Arbre, c'est une très bonne chose pour le centre-ville. Merci. Oui, pour répondre de manière encore plus précise à votre question, il n'y a aucun blocage, puisque un propriétaire qui voudrait vendre signe son compromis de vente, c'est juste l'acheteur qui se substitue. C'est-à-dire que le PFLI se substitue à l'acheteur, mais rien n'interdit à quelqu'un de vendre aujourd'hui. Donc la situation n'est pas du tout figée, mais la mise en place de cette prévention n'empêche absolument pas les ventes, c'est juste une substitution d'acheteur des produits. Et lorsque le PFLI sera propriétaire des biens qui auront été préemptés, il mettra à l'intérieur aussi des commerçants, car ce n'est pas du tout les baux restent en vigueur, et les locaux actuellement vides peuvent être remis en activité. Bien au contraire, je pense que c'est une opportunité pour amener une activité supplémentaire. En tout cas, moi, je suis plutôt satisfait que la vision du projet soit ambitieuse et pas rabougrie. Il y a eu 2 morts, il y a 2 jeunes, il y a quelques années, dans des conditions atroces dans cette rue. Il y a des immeubles d'une vétusté catastrophique. Et je pense que le fait de l'agglomération qui est beaucoup intervenue sur des grandes zones d'activité de périphérie, s'intéresse aussi au centre et délègue sa préemption à l'EPFLI pour restructurer le centre. Je crois que c'est un signal extrêmement positif et extrêmement attendu par un grand nombre de personnes. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Monsieur Le Lièvre, point 50. Il s'agit du parc d'activité de Chaumont, commune de Paris. C'est une convention de servitude, agglomération Montargois, GRD. Dans le cadre de l'alimentation de la poste d'injection biogaz à la centrale de Chaumont sur la commune de Paris, les travaux d'extension du réseau doivent être réalisés. Pour cela, GRD souhaiterait que cet ouvrage, situé en domaine privatif de l'agglomération montargoise sur la parcelle ZB 151, soit répertorié sous la forme d'une convention de servitude. Le réseau projeté passerait sur la parcelle sur une longueur de 6 mètres et une largeur de 4 mètres. Les conditions principales de la convention sont les suivantes. Durée celle des ouvrages présents ou ceux qui pourraient leur être substitués sur l'emploi des ouvrages existants. Pas d'indemnité. Je vous propose d'approuver la constitution de la convention de servitude et d'autoriser Monsieur le Président à la signer. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Le point suivant, monsieur Le Lièvre. Commune de Montargis, centre d'activité Saint-Roch, section du 245 archives. L'agglomération montargoise est propriétaire de l'archive du centre d'activité Saint-Roch depuis le 7 février 2019. Suite à leur acquisition, au point de M. Lampoulon, cette acquisition a été approuvée par le Conseil communautaire du 20 décembre 2018 dans le cadre du projet de zone d'activité portuaire Saint-Roch. Le lot numéro 245 du superficie d'un 20 mètres carrés intéresse un copropriétaire sans proposition d'un prix de vente à 450 € le mètre carré qui a été faite. Le service des domaines sera prochainement saisi pour estimation. Je vous propose d'approuver la cession du numéro 245 du centre d'activité Saint-Roch au prix de 450 € le mètre carré et d'autoriser M. le Président en trouvant toutes les démarches nécessaires à cette cession. Il s'agissait d'un lot dont nous étions propriétaires accessoires dans l'acquisition de la maison coulante. C'est une très bonne chose qu'on puisse le revendre rapidement. Y a-t-il des commentaires, des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Le point suivant, monsieur Le Lièvre. Alors, commune de Montargis, caserne Boudin. Il s'agit de la signature d'une promesse de vente en vue de la cession de l'eau Alexis.
Cette session pour le projet envisagé mérite de rappeler les réflexions menées depuis 2010. En 2010, la restitution d'une première étude intitulée Reconversion de la caserne du Lac, commandée à la demande de l'État avec la participation du ville de Montargis et d'Amélie, est présentée. Lors des comités de pilotage de cette étude, l'implantation d'une résidence pour personnes âgées est posée. En 2011, lors d'une réunion sur l'état d'avancement des procédures de cession des 3 sites de l'école de gendarmerie, dont la caserne du Lac, l'implantation de cette résidence service senior est exposée dans le compte rendu par Madame la sous-préfète. En 2015, un diagnostic et une étude de faisabilité et de programmation sont commandés par l'agglomération montargoise auprès du cabinet Estelia. Les conclusions de cette étude ont déterminé un certain nombre d'usages envisagés sur le site. Entre autres, elle met en évidence la nécessité de créer cette résidence service senior autour de la place d'Armes. Par courrier du 6 mai 2019, Lexidi Promotion Centre, qui travaille sur le sujet depuis 2010, confirme son intérêt pour une surface approximative de 7600 m², matérialisée par un rectangle assuré sur le plan droit, pour un programme immobilier d'une surface de plancher d'environ 7500 m². Les frais de déconstruction partielle du bâtiment seront à leur charge pour un ordre de grandeur de 750 000 € en taxes. Ce projet est un premier élément de réponse au constat fait lors de l'étude de 2015 quant aux besoins en logement d'une population de seniors autonomes en augmentation. Cette implantation permettra également la création d'une vingtaine d'emplois. En février 2019, l'agglomération montargoise a lancé une consultation de prestations intellectuelles afin de sélectionner 3 cabinets d'architectes, urbanistes et paysagistes, dont la mission est de proposer une vision de l'organisation des usages précédemment mis en évidence sur l'ensemble du site. L'implantation de cette résidence fait partie du cahier des charges et est intégrée au projet. Une restitution de leurs travaux sera proposée lors d'une exposition en fin d'année 2019. Les conditions suspensives demandées par l'Excipi sont les suivantes. Obtention des autorisations administratives définies permettant la réalisation de l'opération projetée, une résidence senior, service senior pour une surface de plancher d'environ 7500 m². Que la pré-commercialisation des logements du travail immobilier et du projet de l'intérieur est atteinte au stade minimum de 50%. Absence de servitude privée ou d'urbanisme révélé par le certificat d'urbanisme. Que ne soit pas exercé par le preneur en place, par la commune ou par tout autre organisme pouvant en bénéficier, les droits de préemption pouvant résulter des dispositions légales. Que le terrain soit libre de toute occupation. Que le terrain ne comporte aucune trace de pollution au niveau du sol et du sous-sol, faisant obstacle à l'opération. Que le résultat des sondages n'entraîne pas de surcoût de fondation spéciale par la présence d'éléments divers ou carrières. Absence de prescription archéologique préventive formulée dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il est également demandé que la promesse de vente comporte 2 phases. La première sous forme d'une promesse de vente sans indemnité d'immobilisation, une durée de 5 mois. Elle permettrait de définir pleinement le projet et de la faire valider par l'agglomération montargoise et par le comité d'engagement de Nexity. La deuxième phase, d'une durée de 19 mois, transformerait la première phase en promesse de vente avec indemnité d'immobilisation dont le montant sera à préciser. Du côté de l'agglomération montargoise, il sera demandé une condition suspensive afin de garantir que le projet, objet d'une promesse de vente, préserve l'esprit de la façade actuelle du bâtiment de l'horloge, les éléments architecturaux, symétrie centrale, horloge, etc., ainsi que l'organisation historique de la place d'Armes. L'architecture générale, la disposition des bâtiments et des volumes seront notamment conservés pour garantir l'unité de l'ensemble de ce patrimoine. La valeur vénale de l'assiette foncière nue pourrait être estimée dans une fourchette de 80 à 90 € le mètre carré, soit pour une surface d'environ 7600 m², un montant compris entre 608 000 et 684 000 €. Ainsi, compte tenu des estimations des coûts de déconstruction partielle de l'ordre de 750 000 € hors taxe,
le prix de vente proposé serait de 1 euro symbolique. Service des domaines saisi pour estimation. Je vous propose d'approuver cette promesse de vente et d'autoriser M. le Président à la signer et de procéder à l'ensemble des démarches nécessaires. Merci, M. Lièvre. M. Notat. Oui, 3 remarques. La première, c'est que cela confirme ce que nous avons dit. Votre projet est bouclé depuis longtemps et à aucun moment vous n'avez envisagé de consulter réellement la population sur les projets qu'elle jugeait prioritaires pour le réaménagement de la caserne Budin. Tout est décidé depuis longtemps et les 3 cabinets d'architectes et paysagistes ne sont là pour mettre en musique ce que vous avez décidé dans votre bureau en tout petit comité. Il n'y a jamais eu moindre débat en séance plénière de notre conseil d'agglomération, aucun débat public. Je dis débat, pas une simple information. Nous découvrons vos projets dans la presse et sommes tout autant ignorés que la population de notre agglomération. Vous reconnaissez dans la délibération que Nexity Promotion Centre travaille sur le projet depuis 2010. La seconde remarque concerne le fond du projet. Bien sûr qu'une résidence service senior est utile, mais pour quel senior, quel service, à quel tarif? Voilà des questions intéressantes qui auraient dû trouver une réponse bien avant la vente du terrain à Nexity. Je vous rappelle que le problème premier des maisons de retraite et résidences services, c'est leur coût beaucoup trop élevé pour l'immense majorité des retraités de notre agglomération. La dernière maison de retraite, construite dans notre agglomération, projet que vous avez soutenu, coûte près de 3 500 € par mois, et ce n'est pas le petit volant de quelques lits à tarifs sociaux qui change grand-chose. Connaissez-vous de nombreux retraités de notre agglomération qui peuvent payer une telle somme? La plupart ont des retraites bien inférieures à 1 300 € et beaucoup moins de 1 000 €. Pouvez-vous sérieusement nous garantir aujourd'hui que cette résidence senior sera abordable? Bien évidemment, non. Et la troisième remarque concerne les conditions d'acquisition de Nexity, par Nexity. Il est utile de rappeler que le groupe Nexity a vu son chiffre d'affaires croître en 2018 de 15,8% à 4,1 milliards d'euros et son bénéfice net bondir de 49,7% à 282,4 millions d'euros. Pour 2019, Nexity table sur un ralentissement de son activité avec une hausse de 5% sur un an, mais confirme son objectif à plus long terme de 10% de croissance moyenne annuelle des revenus. Donc, tout va bien pour Nexity. Selon le journal Les Échos, Nexity est le premier promoteur immobilier français. Il est déjà scandaleux, humiliant, et je l'avais dit en son temps, pour notre agglomération que l'État ne nous ait même pas cédé le site à l'Eurosymbolique. Et il est tout aussi scandaleux que vous ayez accepté un tel mépris de l'État qui a coûté bien cher aux finances de notre agglomération. Car au-delà des 750 000 € de la vente, il y a aussi le coût de la dépollution et de la remise en état du site qui va coûter très cher. L'État a mutilé notre ville, notre agglomération en fermant cette école, il lui a porté un coup terrible, et le pire, c'est qu'il a trouvé des élus pour accepter un tel marché de vie. Vous avez bien mal négocié ce dossier, vous n'avez pas défendu correctement les intérêts des habitants de notre agglomération. C'est pourquoi la moindre des choses aurait été d'obtenir la cession de la caserne Budin à l'Eurosymbolique, mais en plus, en faisant assumer financièrement à l'État le coût de dépollution et de la remise en état du site. Dépollution s'élevant déjà, d'après une étude il y a quelques années, à plusieurs millions d'euros. Mais une telle incurie ne suffit pas, et vous proposez ce soir d'aller encore plus loin dans l'indécence. C'est en effet carrément le comble, car vous vous apprêtez maintenant à céder à l'Eurosymbolique une parcelle de 7600 m² et un grand groupe qui fait des milliards d'euros de chiffre d'affaires. La valeur réelle de l'assiette foncière nue est évaluée entre 608 000 net et 684 000 €, ce qui veut dire que le terrain seul vaut déjà dans son assiette haute presque autant que le coût de déconstruction partielle que va prendre à sa charge Nexity. Or, cela voudrait dire que le coût de la déconstruction, si on veut arriver aux 750 000 €, devrait être compris entre 50 000 et 150 000 €, ce qui paraît fort peu et totalement invraisemblable. Dit autrement, alors que le terrain lui seul vaut presque 700 000 €, Nexity ne va avoir à débourser que 750 000 € de déconstruction et récupérer un terrain aux normes et dépollué. Donc, Nexity fait une très bonne affaire. C'est un véritable cadeau qui est fait à ce promoteur. Vous bradez à ce promoteur une partie de notre patrimoine, celle qui a la plus grande valeur historique sur le site avec le bâtiment de l'horloge, pour une bouchée de pain. Nexity, de plus, a imposé comme condition suspensive que le terrain ne comporte aucune trace de pollution au niveau du sol et du sous-sol. Qui va payer la dépollution, la remise en état des réseaux et le diagnostic amiante? Il semble bien que ce soit une fois de plus l'agglomération. Pour la population de notre agglomération, c'est clairement du perdant-perdant,
Car non seulement notre agglomération fait cher un terrain pollué, mais en plus, elle en cède 7600 m² à l'euro symbolique. Mais ce ne sera pas symbolique pour les finances de notre agglomération qui vont ainsi subir un important manque à gagner. Au final, donc, seul le groupe Nexity trouve son compte. Certes, il va prendre à sa charge les frais de déconstruction partielle des bâtiments, ce qui est quand même la moindre des choses, mais au nom de quoi un tel groupe multimilliardaire serait-il exonéré de payer le terrain sur lequel il va construire sa résidence senior, qu'il va très rapidement rentabiliser? Nous n'en doutons pas d'une seconde. En attendant, Nexity peut vous remercier car pour 750 000 €, il va avoir un terrain de 7600 m² en plein cœur de notre agglomération. Les petits arrangements entre amis commencent et nous ne sommes certainement pas au bout de nos surprises. Vous voyez comment on dit, mon ami? Y a-t-il d'autres commentaires? Madame Gabriel. Je souhaitais intervenir également. Je ne remets pas en cause le besoin identifié d'une résidence-service senior, ni a priori le fait qu'elle soit construite par un privé comme Nexity, mais la délibération de ce soir est pour moi incompréhensible, voire complètement choquante. Alors simplement en 3 points. Premièrement, les conditions de cette cession. Effectivement, la cession à 1 euro symbolique interpelle, alors que l'agglo n'a pas réussi à obtenir de la part de l'État cet euro symbolique. Alors, où en est l'estimation des domaines sur la valeur du terrain? Est-ce que vous avez déjà leur non-réponse? Puisque si on consulte la banque de données nouvellement publique des ventes immobilières, on remarque que les prix des terrains à Montargis sont très variables, mais certains terrains nus viabilisés à Montargis vers les Closiers se sont vendus à un peu plus de 110 € du mètre carré. Ce qui change un peu les calculs que vous nous présentez ce soir. Si c'était le cas... Démoli. Oui, mais les bâtiments... Alors donc les bâtiments sont démolis en soi. C'est un tissu de mensonge, mais dites-le jusqu'au bout. Écoutez, j'utilise la base de données, je compare ce que... Vous dites que vous prenez en compte l'assiette foncière nue, donc je compare ce qui est comparable. Donc, ce qui change éventuellement le calcul que vous nous présentez ce soir. Et même un faible prix de vente à 50 000 € ou 100 000 €, ce qui serait peut-être de l'ordre du symbolique pour Nexity ou pour vous, serait toujours cela de prix pour la ME, pour les travaux qui nous attendent, pour le CFA par exemple. Donc, je crois savoir qu'il n'y a pas d'obligation dans ce cas de publicité ni de mise en concurrence, mais y a-t-il eu d'autres candidats? Et pourquoi Nexity était-il au courant depuis 2010 alors que l'agglomération ne donnait pas accès au contenu des études aux conseillers communautaires en disant qu'il fallait attendre la récupération de la caserne? Bref, lors du contrôle de légalité, comment montrerez-vous que vous n'avez pas accordé une libéralité à Nexity? Mon deuxième point, c'était sur le choix de l'emplacement scellé, puisque le texte de la délibération nous dit que l'étude de 2015 d'Espelia met en évidence la nécessité de créer cette résidence-service senior autour de la place d'Armes. Alors j'ai repris l'étude de 2015 qui était au CCTP de l'étude des 3 cabinets d'architectes urbanistes et j'ai trouvé nulle part que cette nécessité que cette résidence senior soit sur la place d'Armes. Donc c'est une conclusion, je pense, de l'agglo ou de vous-même. Ce qui m'amène à mon dernier point, la mascarade sur la procédure de consultation. Puisque vous avez affirmé le 17 avril, lors de la réunion publique à la salle des fêtes, que rien n'était décidé quant à l'implantation des usages identifiés sur le site. En effet, l'agglo finance, nous finançons, un concours d'idées à hauteur de 150 000 € pour faire des propositions d'implantation sur le site, des propositions d'ouverture, faire des préconisations quant au devenir de certains bâtiments. Est-ce qu'on détruit, est-ce qu'on ne détruit pas, qu'est-ce qu'on conserve? Donc l'idée c'était de ce concours d'idées produisent des images, des projets qui soient présentés aux habitants en octobre pour qu'éventuellement ceux-ci puissent se prononcer. C'est ce que j'avais compris de votre présentation au mois d'avril et je pense que je n'étais pas la seule à trouver ce processus intéressant. Mais là, patatras, on se rend compte que tout ceci est du flanc puisque vous avez déjà décidé de l'implantation de la résidence senior. Et cette implantation conditionne sûrement d'autres choses en termes d'accès, en termes de conflit d'usage, etc. Cela dit, on aurait pu déjà se poser des questions lors de cette réunion publique avec la présentation d'un comité consultatif citoyen dont personne n'avait entendu parler jusque-là. Alors peut-être font-ils du très bon travail, mais on ne sait qui le compose, sur quelle demande ils travaillent. Et en parallèle, il y a une instance officielle, le Conseil de développement, qui a sur la caserne du Dinde, j'ai cru comprendre, produit un rapport l'an dernier, mais qui n'a pas été rendu public. Et le pire dans tout cela, c'est que vous dégoûtez les habitants de participer, puisque tout est déjà joué, à quoi bon participer? Et en dégoûtant de la participation, vous sapez les efforts de ceux qui voudront vraiment proposer de la co-construction et de la gouvernance partagée. Bref, je suis étonnée d'une telle duplicité entre ce que vous avez affirmé en public au mois d'avril et ce que vous posez comme acte aujourd'hui.
Alors je me demande si je suis la seule à être choquée de tels procédés. Et je voterai contre cette session dans ces conditions et ce calendrier. Y a-t-il d'autres commentaires? Monsieur Gabriel. Je vais faire plus court. En fait, c'est sur l'ensemble du projet dans sa globalité, en fait, pour comprendre. Effectivement, je ne suis pas contre effectivement à ce qu'on puisse implanter une résidence senior sur le Montarrois, elle répond à des besoins. Par contre, le projet dans sa globalité a d'autres destinations, me semble-t-il, qui ont été évoquées dans la presse à plusieurs reprises. Alors bien évidemment, le projet n'est pas ficelé, mais il semblerait que le site soit plus destiné à une ouverture vers les publics, notamment en matière de formation, notamment en matière de l'accueil de professionnels, notamment on parle d'une salle qui pourrait accueillir aussi des spectacles culturels, ce qui veut dire derrière du passage, du bruit. J'ai du mal à comprendre la cohérence sur un tel site d'une résidence senior qui nécessite du calme et d'autres activités ouvertes au public toute la journée, voire le soir, qui nécessiteront, qui feront qu'on aura du passage et du bruit sur un même lieu. Donc ça risque de poser une problématique d'ensemble sur l'aménagement à venir de ce site. D'autres commentaires? Très bien. Oui, je vais simplement faire une petite observation, car je ne vois rien concernant les prescriptions architecturales. Enfin, ça serait quand même bien qu'on puisse s'assurer que le bâtiment s'intégrera bien avec les autres constructions qui seront réalisées par la suite. Et je pense qu'on devrait quand même avoir une contrainte par rapport à Nexity sur ce plan-là, afin de s'assurer que l'architecture est bien conforme à l'intégration avec les autres. Monsieur Vincent Chavert, monsieur Dion. Oui, alors moi je voudrais apporter, Grégory, quelques précisions. Avec Jean-Pierre Dor, Carole Mutter, Gérard Dupaty, ils ont participé à ces comités qui ont duré presque une dizaine d'années, depuis 2009 jusqu'à récemment. Bon. Cet inventaire qui avait été fait entre la résidence des personnes âgées de Nexity était une demande permanente de leur part. Au départ, ils voulaient se mettre sur la colline, là, vers l'AFPA. On leur avait dit non, pas contre les immeubles sur la colline, ça suffit. Et ils avaient donc demandé un terrain d'assiette de plus de 9000 m² à l'époque, qui était prévu dans le bâtiment de droite de la cour. Hein. C'était consommateur de beaucoup d'espace. Donc ça, je trouve que c'est une bonne solution finalement, qui conserve un des trois bâtiments qui était le bâtiment le plus compliqué, hein, et le service de ce bâtiment se fera par la rue 92e mairie, à l'arrière. La ville de Montargis a acquis depuis une dizaine d'années un certain nombre de terrains qui préparaient une entrée ouest de ce site, qui était avec une entrée sud et une entrée est, et là on a finalement une troisième entrée qui se profile, plus une quatrième qui sera probablement au nord un jour. Bon, alors ça c'était déjà dans les tuyaux, et on l'avait évoqué d'une manière d'un point publicitaire, mais très ouverte, et tout le monde était bien au courant qu'il y avait Nexity, il y avait la salle de spectacle, il y avait les hôtels, et voilà, c'était tout, c'est tout ce que nous avions. Et puis peu à peu, le projet du CFA est arrivé, et on a complété des offres qui sont arrivées, qui sont très intéressantes. Alors là, aujourd'hui, on a ce projet de conserver le bâtiment central, auquel Jean-Pierre Deur attachait une importance particulière, et avait fait des promesses un petit peu, on essaierait de faire ça. L'ABF qu'on avait lundi dernier, pour d'autres dossiers, a abordé ce sujet de la caserne, et a trouvé très positif qu'on conserve l'esprit du casernement. Donc on a une phase très positive. Moi je ne vois pas où il y a, et avec Gérard Dupaty, on a suivi ce dossier de manière permanente, un peu lassante j'en pense pas, parce qu'il y a eu une discussion interminable avec plusieurs sous-préfets, et on est arrivé à un résultat qui est quand même 750 000 € pour l'ensemble. C'est pas une solution qui est absolument idiote. Hein. C'est un prix d'équilibre qui est quand même bien. On était à plusieurs millions à un moment, hein, et on est arrivé, Franck Supplisson et Jean-Pierre Deur ont réussi à faire revenir l'État dans des conditions intéressantes, et je crois que le prix qui est payé est quand même un prix qui est tout à fait raisonnable. Hein. Je vais juste
juste pour répondre à Benoît, je ne suis pas intervenu sur le prix, hein, Benoît nu sur la destination de ce site. Voilà, je précise bien que je parle de la cohérence globale du projet avec l'implantation donc d'une résidence senior confrontée à des espaces destinés au public du matin au soir très tard. Donc, il n'y a pas d'autres commentaires? Oui. Oui, excusez-moi. Je voulais savoir, il a été question d'implanter un parking. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de commencer par ces travaux, parce que je suppose que votre parking ne va pas être que au sol, il va être souterrain, plutôt de commencer par ça avant de faire une construction derrière sur maison de retraite ou toute autre construction. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je suis du parking. Bon. La réponse globale, en commençant par M. Notin. C'est un projet qui arrive aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il arrive aujourd'hui? Parce que c'est un projet qui a 10 ans. Il arrive aujourd'hui parce que maintenant on est propriétaire. L'État ne pouvait pas lui-même, partout, il a pris le parti de céder la globalité à l'agglo. Et tant qu'il n'était pas d'accord avec l'agglo, tous ces projets-là étaient bloqués. Le projet dont on parle, il arrive aujourd'hui. Il a été vu en commission. Gérard Lelier avait présenté dans sa commission urbanisme, mais c'est un projet qui a été inscrit, la résidence service personnes âgées est citée dans l'intégralité de tous les rapports sur Gudin depuis 10 ans. Et le plus gros opérateur de ces résidences services, qui est le premier promoteur français, et M. Notin a raison de dire que c'est une entreprise qui se porte bien, et c'est vrai que dans sa bouche c'est une critique, mais on ne peut pas reprocher à ce plus gros promoteur français d'être porteur de ces projets de résidence service personnes âgées. Ça représente 120, 140 logements. Et donc maintenant que l'agglomération a pris la propriété, les City se retournent vers nous, est-ce que comme prévu on le fait? Ou est-ce qu'on a dit depuis 10 ans, est-ce qu'on le fait? Donc c'est la question qui est posée aujourd'hui. C'est-à-dire, on a toujours dit qu'on faisait une résidence service personnes âgées là depuis 10 ans, que dès qu'on serait propriétaire, on la lancerait. Donc maintenant on est propriétaire, est-ce qu'on le fait? Il y a une première promesse à signer sans indemnité, et dans 4 mois on se reverra avec les études réalisées par Alexity, qui va montrer comment il conserve la façade, comment il conserve l'unité architecturale, et le débat avec nos 3 cabinets va être extrêmement intéressant, parce que la conservation de l'identité architecturale du site me paraît, comme de nos Dijon, un élément clé. La capacité à conserver la façade du bâtiment de l'horloge, avec ses étages, avec la symétrie, est un élément clé. Et vérifier la capacité de Nexity à nous proposer un projet conservant ces éléments architecturaux, conservant ces éléments patrimoniaux, est pour moi un élément crucial. Et c'est pour ça que cette première promesse sur une durée de 5 mois, elle est extrêmement importante, parce qu'elle va pouvoir, en lien avec l'ABF, nous permettre de vérifier le respect de cette identité architecturale. Le fait qu'il s'agisse d'une très grosse entreprise est plutôt un élément de garantie pour nous. Parce que, évidemment, porter un projet de cette ampleur, il vaut mieux être en bonne santé. Je trouve que le fait d'être en bonne santé est plutôt un atout qu'un inconvénient. Et le fait d'avoir en face de soi quelqu'un qui est le plus gros promoteur du pays est plutôt un atout qu'un inconvénient lorsqu'on va lui demander quelque chose qui est très original, c'est-à-dire conserver l'identité architecturale du bâtiment de l'horloge. Et quand on regarde tous les projets qui sont arrivés sur Gudin depuis 10 ans, lequel est capable de conserver la façade du bâtiment de l'horloge? Eh bien, pas d'autre. Depuis 10 ans, tout le monde est venu, Nexity est venu bien avant que l'agglo soit propriétaire, a contacté l'État pour examiner le sujet, et tous les projets arrivés depuis 10 ans, lequel peut nous permettre de dire que nous allons conserver une façade en R+4 identique à celle du bâtiment de l'horloge. Il n'y a pas. Donc à mon avis, c'est aussi une opportunité pour nous de conserver cette façade avec un projet permettant de conserver cette façade. Alors que d'autres projets, en R+4 ou R+5, si on compte sous les comptes, serait très compliqué. Sur le prix, la première évaluation des domaines il y a 10 ans était à 4,6 millions. On a signé 10 ans plus tard à 750 000. L'État va nous accorder des subventions, ce qui fait que le prix net d'acquisition sera à peu près symbolique. Donc vous êtes satisfait, M. Notin, le prix d'acquisition net des subventions d'État sera à peu près symbolique. Je parle de Gudin dans son ensemble. Ensuite, le prix de cette parcelle de 7500 m². Vous dites, et là, j'ai du mal à vous suivre, que ça vaut 700 000. Et les coûts de démolition des 2 bâtiments qui sont là, de restructuration, sont évalués à 700 000. On a des devis, on peut vous les montrer. Et donc, le prix du
terrain, oui, il vaut 700 000, mais il y a 700 000 de démolition dessus. À partir du moment où c'est à Nexity de prendre en charge la démolition, ben on vend le terrain, le prix du terrain nu, c'est bien 700 000, puisqu'ils vont prendre en charge les 700 000 de démolition. Tout cela, bien sûr, c'est pas nous, tous ceux qui le décidons, on est sous la supervision du service des domaines, de l'État, qui vient de valider le raisonnement que je viens de faire. Ils ont examiné les devis de démolition, ils ont dit, bah, il y en a environ pour 700 000 de démolition en structuration. Le terrain nu vaut 700 000, vous avez raison, donc prix symbolique. Voilà. Donc cette cession, elle s'opère sous la validation du service des domaines, à un prix qui est tout à fait cohérent par rapport au prix d'acquisition, et elle concerne un foncier sur lequel il y a beaucoup de démolitions. Sur Gudin, il y a par exemple sur Ami des terrains à construire, et là on n'aura pas à encourir de prix de démolition. Donc on ne peut pas affecter les 750 000 d'acquisition de Gudin uniformément sans tenir compte des bâtiments à démolir. Donc le prix, il est cohérent, il est fait valider par les services de l'État, et bien sûr, il est en relation avec un équilibre économique. Madame Gabriel, vous avez parlé des diagnostics. Les diagnostics, on les a réalisés pour l'acquisition, donc on les a. Ce diagnostic amiant, pollution, bien sûr, ils ont été faits dans le cadre de l'acquisition auprès de l'État. Donc on n'a pas trop de difficultés à les rendre disponibles, puisqu'on l'a acquis il y a 1 an et demi. Donc on les a encore, ils sont encore validés, les diagnostics, il n'y a pas de difficulté. Sur la procédure, il y a eu de multiples réunions. Benoît Dijon le disait, Gérard Dupaty a participé, Carole Butan aussi. De nombreux élus ont participé depuis 10 ans à de très nombreuses réunions de concertation sur Gudin. Il y a eu une réunion publique à la salle des fêtes il y a 2 mois. Il y aura d'autres réunions. Les 3 cabinets d'architectes, Benoît, vont rendre en octobre leurs propositions, qui vont tenir compte, comme indiqué dans le cahier des charges de cette résidence service, personne âgée. Il y aura une discussion avec Nexity sur l'intégration paysagère sur la place d'Armes qui va être réalisée pour cette résidence service. Donc c'est extrêmement utile que ces 3 cabinets puissent travailler avec un opérateur qui a un véritable projet sur cette emprise, plutôt que de travailler à blanc sans savoir ce qu'il va y avoir. Donc le fait que nous soyons en mesure de conserver la façade du bâtiment de l'horloge avec ce projet est un élément clé pour les 3 cabinets qui ne vont pas s'amuser à détruire le bâtiment de l'horloge. Les 3 cabinets vont intégrer le bâtiment de l'horloge, le conserver, et on a fixé ça dans le cahier des charges, vous pouvez le lire. On a dit on veut la conserver et on veut une résidence service personnes âgées. Il n'y a pas de surprise, les 3 cabinets sont en parfaite harmonie puisqu'ils ont répondu à ce cahier des charges, et les 3 projets qui vont être présentés au public vont intégrer cette résidence service, et donc il n'y a aucune problématique à ce que ces 3 projets l'intègrent. Et pour répondre à M. Gaboré, les accès à cette résidence service se feront principalement par la rue du bâtiment des Mairies. Il n'y a pas d'accès spécifique en dehors de ceux de la rue du bâtiment des Mairies qui sont déjà prévus qui ont été achetés par la ville de Montargis et qui permettent à cette parcelle finalement d'acquérir une forme d'accès autonome et indépendant par la rue du bâtiment des Mairies. Enfin, peut-être pour terminer, sur Gudin dans son ensemble. Je pense qu'on a un projet qui n'est pas du tout finalisé. Vous avez dit qu'on allait décevoir. Vous avez dit, Mme Gabriel, qu'on avait débuté de la participation. Moi, je pense exactement l'inverse. Je pense que la participation, elle va être d'autant plus intéressante qu'on arrivera avec des projets concrets, intéressants, dessinés, des esquisses, des faisabilités, des choses qui ne sont pas juste des idées en l'air. Et donc, ce qui va être proposé à la concertation, à la prochaine réunion, c'est le fruit du travail des 3 cabinets, comme ça a été indiqué à la salle des fêtes, qui vont intégrer un certain nombre de paramètres et avancer. Ça ne sera pas juste une page blanche, voici bien, et ils vont intégrer les besoins tels qu'ils sont recensés, tels que les réunions ont pu les recenser. Il y a des groupes qui se sont constitués. Il y a un groupe qui a travaillé sur le port, qui a souhaité travailler sur Gudin, c'est ce qui s'est appelé le comité consultatif, mais vous êtes tout à fait libre d'en constituer un autre, on n'a aucune difficulté là-dessus. Ces gens demandent des informations, on livre les informations de manière transparente, c'est ouvert, il y a un site internet, les documents vous les téléchargez, vous pouvez participer. Donc la participation, ma conviction, mais je vous donne rendez-vous à la prochaine réunion, on verra si on est moins nombreux que les 500 personnes qui sont venues à la salle des fêtes la dernière fois, et on verra si ces personnes sont déçues par le travail des 3 cabinets d'architectes qui vont être présentés et par les projets ambitieux, vous allez voir, qui sont présentés sur Gudin. Donc effectivement, je suis à l'inverse de votre position. Moi, je pense qu'on n'est pas du tout en train de dégoûter les gens de participer. Au contraire, on est en train d'alimenter la participation, d'alimenter les projets par des plans, par des schémas, par des projets,
par des choses concrètes, par des esquisses, par des acteurs intéressés par ces projets. C'est pas le tout de dire je veux faire un service, mais est-ce que quelqu'un est capable d'investir? Voilà. Donc on a des acteurs intéressés. Le CFA, vous l'avez cité, et peut-être vous choquez d'apprendre que le CFA a commencé des études, va commencer des projets d'implantation sur le bâtiment qui est à droite sur la place d'Armes, en même temps qu'on fait la participation et en même temps qu'on fait le débat public. Donc on ne stoppe pas les acteurs en leur disant pendant un an, ne venez pas voir Bulin, ne vous intéressez pas au sujet, on n'avancera pas du tout pendant un an. On avance en même temps, on fait la programmation générale. Donc la participation, pour moi, le débat public, ça ne signifie pas d'interrompre toute action durant toute la durée du débat public. Voilà. Y a-t-il des oppositions? Et le parking, Ah oui, pardon, le parking. Le parking, merci Benoît. Donc le parking, on a prévu, et c'est aussi un élément du document de cahier des charges de la consultation, 300 places de parking gratuites sur Bulin. Où seront-elles? Les cabinets vont les placer. Je pense, moi, mon avis, si vous me le demandez, c'est de transformer la place d'Armes en parking et pas esthétiquement, architecturalement, urbanement souhaitable. Si on veut créer un cadre qui respecte le côté extrêmement agréable de la place d'Armes, il faudra que ces parkings soient placés ailleurs. On va créer un parking temporaire sur la place d'Armes. Les travaux sont en cours. Ça a été dit lors de la réunion à la salle des fêtes, et l'action est en cours, puisque le parking sera ouvert, de ma date, le 3 juin. La semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura 300 places gratuites qui seront mises à disposition sur la place d'Armes. Mais c'est un parking temporaire, visant à permettre aux habitants de l'agglomération tout de suite de s'approprier la caserne, tout de suite de rentrer dedans et d'utiliser de façon utile, avec la navette Coralis qui fera la liaison avec le centre de l'agglomération en permanence. Et ça, il s'agit d'un parking temporaire. Le parking définitif, il s'agira, pour les cabinets, de déterminer où il est. Sachant que le projet Nexity, il a son propre parking sur ces 7000 m², c'est à Nexity de trouver la solution. Pour les autres usages, ça sera aux 3 cabinets, et qui vont quand même, tout n'est pas ficelé, ils ont à déterminer où seront placés ces stationnements, et vous avez raison, c'est une très belle question. Moi, j'espère, je souhaite qu'ils ne soient pas placés sur la place d'Armes. Je préférerais au milieu de la place d'Armes une fontaine avec un espace arboré, quelque chose où les habitants de l'agglomération puissent venir se balader, partager, échanger, un espace de sociabilisation. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est adopté. Le point suivant, Monsieur Laurent. Il s'agit de versement d'aide de l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat. Vous avez 11 dossiers sous les yeux qui concernent 2 maintiens à domicile et donc 9 rénovations thermiques pour un montant total de travaux de 197 802,36 € et subvention de l'âme de 12 568 €, soit environ 6%. Monsieur le Président, à verser ces sommes. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Monsieur Laurent. Alors ici, il s'agit de garantie d'emprunt à accorder à Valogis pour la construction de 6 logements individuels rue Nilufer, donc c'est au Rive du Cholin, à Chalette. Le montant du prêt, 799 000 €, c'est-à-dire à peu près la carrière du Bulin aujourd'hui. Une garantie d'emprunt de 50%, donc 399 500, et non pas l'euro symbolique. Voilà, donc je vous demande d'autoriser M. le Président à régler les modalités. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Les travaux, M. Paty. Alors, je vais proposer une convention de groupe entre membres pour un suivi renforcer la qualité des captages sur les captages du lycée à la Chine et la mer de droit à Panne. Donc, il faut surveiller les taux de nitrate et le déficit des produits phytosanitaires sur les eaux brutes avec une fréquence mensuelle. Vous savez que la syndicabilité du pays gâtinais est devenue PETR dans le cadre du contrat de patrimoine et qui assure désormais une animation et la protection de ces captages prioritaires.
Voilà, donc il s'agit de conventionner avec le PETR pour mettre en place cette opération qui consiste en la rédaction d'un marché, en la publication des marchés d'appel d'offres. Ensuite, les résultats sont transmis bien sûr au PETR et à l'ensemble des membres. Il y aura aussi une restitution des résultats chaque année et puis la réalisation de l'analyse supplémentaire si besoin. Voilà, c'est l'objet de cette convention. Merci. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Alors là, c'est une autre convention, l'interconnexion des réseaux d'eau potable, donc avec le syndicat mixte d'alimentation en eau potable de Puy-la-Dôme. Et effectivement, l'agglomération est concernée, puisque 3 communes, Secours, Corpus-le-Roi et Beaucourt, dépendent donc de ces captages, et en particulier celui du Puy de la Ville, qui est situé en forêt de Beaucourt, et qui connaît des problèmes de pollution en fonction des éléments climatiques. Donc il a lieu de sécuriser cette alimentation en eau potable avec une nouvelle ressource, c'est-à-dire en se connectant avec le réseau de l'agglomération, le réseau donc, qui est sur les 5 communes que vous connaissez, et cette interconnexion pourrait se faire par la rue de la Fontaine à Chelles-sur-Roue. Il faudra aussi renforcer le réseau qui relie le château d'eau de Secours à la commune de Beaucourt, et enfin créer un aménagement hydraulique en pied de château d'eau de Secours pour aussi maintenir le débit à hauteur de 40 mètres cubes heure. Voilà, dans le cadre de cet exercice de compétence eau potable, l'agglomération donc va conventionner avec la SMAEP sur le plan technique et administratif. Donc l'agglomération assurera le rôle de maître d'ouvrage sur le plan financier. La SMAEP l'agglomération et la SMAEP constitueront un groupement de commande qui prévoiront la prise en charge à variable des études à réaliser. Voilà cette convention avec la SMAEP depuis la loi. Des remarques, des oppositions, des abstentions, c'est adopté. Le point suivant, je propose de laisser la parole à Jean-Pierre Dor sur la démographie 24. Oui, tout le monde a été frappé et choqué par ces articles qui montraient que le numerus clausus n'était pas relevé dans la région centre, qu'il était en dessous de ce que l'on souhaitait. Il faut dire que dans la filière de médecine générale, il y avait depuis 2-3 ans une trentaine de postes vacants. C'est-à-dire que les étudiants ne se dirigeaient pas vers la filière de médecine générale et choisissaient d'autres filières dans les spécialités. Le doyen a eu tort, c'est-à-dire de bloquer le numerus clausus autour de 214 dans cette filière, et suite aux interventions des uns et des autres, depuis hier, le Premier ministre a relevé l'office de numerus clausus à 255. On passe donc de 214 à 255, mais ce sont des postes d'interne, c'est-à-dire de 3e cycle. C'est-à-dire que dans la première partie, le numerus clausus va être supprimé dès l'année prochaine. Donc on verra à ce moment-là quel sera le nombre d'étudiants qui seront appelés en 2e année. Et là, on augmente pour l'année 2019 les postes d'internat du poste de 3e cycle, donc à 255. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce 3e cycle, c'est de la 7e à la 11e année d'études. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas de résultat avant un minimum de 6 à 7 ans. Voilà, parce que le problème, c'est que les études, elles ont une durée, et qu'elles n'ont pas été raccourcies. Il y en a même qui réclament une année supplémentaire pour l'internat de médecine générale. Donc tout cela va aller loin. Alors, je crois que le numerus clausus, il n'augmente pas, c'est sûr. Il est simplement rétabli dans ses normes au niveau des postes internes, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque l'internat qualifiant, et maintenant lui aussi va être supprimé à partir de l'année prochaine. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Premier ministre a répondu dans cet état d'esprit de dire qu'on revient au point de départ et on réaugmente au niveau de 255. Bon, moi je pense que le point important dans la région, M. Gabor le sait, c'est que le problème, c'est la filière universitaire. C'est pour cela que si nous avons une
une motion à faire, c'est ça que je voulais dire, c'est que je vous la propose, c'est que l'on arrive à transformer le CHRO en CHU. Nous sommes une des régions où il n'y a qu'un CHU qui est à tour très excentré. Si je prends les 30 CHU en France, vous verrez, ils sont parfois 2 par région, sinon 3. Prenez Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, prenez Limoges-Poitiers, prenez Angers, Nantes, prenez Caen et Rennes, etc. Donc dans toutes les régions, vous avez au moins 2 CHU qui ne sont pas très loin. Or là, on a un CHU qui se trouve à Tours, alors que le CHRO d'Orléans est la capitale régionale, donc il suffirait de le transformer en CHU. À ce moment-là, on aurait une filière de numerus clausus qui pourrait être affectée au CHU d'Orléans, c'est-à-dire au cœur de la région. C'est une proposition du gouvernement de la région qui le soutient, ainsi qu'à l'État, mais pour l'instant, cela a été refusé. Donc je pense que c'est une des solutions de secours, et non pas de voir le nombre de ici-là qui peut être variable d'un moment à un autre. Donc c'est d'avoir un organisme universitaire qui soit dans le premier département de la région. Donc ce serait, si le président est d'accord, de faire une motion de transformer le CHRO en CHRU, comme Nancy l'a fait avec Thionville, etc. On a Amiens et Lille, on a beaucoup de villes en France, où cela c'est de métropole où ça s'est fait. Donc voilà ce que je vous propose. Donc cette motion, bon, c'est toujours la noter, mais je pense qu'il faut la transformer dans le sens où il faut un organisme universitaire qui soit à proximité, dans notre proximité territoriale. Monsieur le Oui, je voterai la motion, notamment avec la modification proposée par M. Dor à l'instant. Donc je voterai ce vœu, car il va dans le sens du combat mené depuis des années par les communistes pour recruter des milliers de médecins de plus en France chaque année. Suffisant de cohérence, ce qui n'est pas votre cas. Faut-il vous rappeler que c'est la droite qui a mis en place le numerus clausus en 1971, suite à la pression des syndicats de médecins libéraux pour qui moins de médecins donnerait davantage de patients à ceux en place, avec pour résultat créer une situation de pénurie qui a permis le développement des dépassements d'honoraires. Nous avons souvent été en désaccord avec Jean-Pierre Dor pour qu'il faut baisser les dépenses de santé et de services publics. Il l'a encore dit récemment ici même et en conseil municipal. Avec ce vœu, vous ressemblez au savant fou horrifié par le monstre qu'il a créé. À l'époque, selon la droite, trop de médecins engendreraient trop de dépenses de santé, comme si les gens se découvraient soudain malades si un médecin venait s'installer dans leur rue. Voilà où nous mènent aujourd'hui vos raisonnements libéraux et votre obsession de la baisse des dépenses publiques, et notamment celle de santé. Bien sûr, il est scandaleux que le numerus clausus ne soit pas relevé dans notre région, avec de graves conséquences dans l'Est du Loiret qui devient un véritable désert médical, même si là aussi, Jean-Pierre Dor avait contesté l'utilisation de cette expression il y a quelques années par moi dans cette enceinte. Certes, le numerus clausus est supprimé, mais la loi ne donne aucune garantie d'une augmentation du nombre de médecins formés chaque année, en voyant une sélection au fil des années d'études risquant d'être aussi opaque que les algorithmes de Parcoursup, aussi opaque que la décision de ne pas relever le numerus clausus dans notre région. Pour traiter du décloisonnement indispensable entre hôpital et soins ambulatoires, le ministre de la Santé n'a trouvé qu'une solution, que vous reprenez aussi à votre compte dans la maison de santé libérale, à la Chaussée, faire travailler des médecins libéraux à l'hôpital et des médecins hospitaliers en libéral. La loi gère donc la pénurie existante, notamment par la télémédecine et les télésoins, et porte le germe de la casse du service public hospitalier et sa privatisation rampante. Enfin, oui, il faut former 12 000 médecins selon nous par an, créer d'urgence 100 000 emplois supplémentaires à l'hôpital, développer un service public de soins primaires autour des centres de santé, là où le gouvernement veut faire rentrer le libéral, alors que les jeunes médecins aspirent de plus en plus au salariat. Une vraie démocratie de santé pour évaluer les besoins et la manière de les satisfaire. Et enfin, il faut créer une sécurité sociale intégrale pour la prise en charge des soins à 100% par l'assurance maladie, réguler l'installation de médecins en fonction des besoins des territoires à titre expérimental, supprimer les dépassements d'honoraires qui représentent 2,6 milliards d'euros par an et créer un centre de santé public par bassin de vie. Et enfin et surtout, il faut faire des propositions de financement du droit à la santé pour tous. Parce que sinon, tout ce qu'on peut dire n'a pas vraiment de valeur. Nous en faisons et nous sommes crédibles. Mise à contribution des dividendes pour financer la protection sociale en taxant les revenus financiers au même taux que les salaires. Suppression des allègements généraux de cotisations sociales, dit Fillon. C'était votre candidat à la présidentielle. Ça rapporterait plus de 23 milliards d'euros. Lutte contre la fraude patronale aux cotisations sociales, qui rapporterait plus de 20 milliards à la sécurité sociale. Et égalité salariale entre les femmes et les hommes. Cela ferait plus de salaires et de cotisations et rapporterait 30 à 50 milliards d'euros.
Où sont vos propositions de financement pour permettre à tous l'accès aux soins? Donc se contenter de parler du numerus clausus que vous avez vous-même mis en place est certes nécessaire, mais bien insuffisant. Monsieur Dor. Oui, une réponse à M. Notin, mais je le connais. Il essaye toujours de faire des contre-vérités, plutôt des mensonges. Monsieur Notin, le numerus clausus a été créé dans les années de 1972 au niveau de 9000 étudiants par an. La gauche en 1990, puisqu'en 2000, c'était la gauche communiste et socialiste, avec le ministre Ralit, on réduit le numerus clausus jusqu'à 3005. J'ai la courbe là, je vous la donnerai si vous le voulez, allez voir sur la Cour des comptes. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que la pénurie est arrivée. Parce qu'entre 1990 et 2000, qui était au gouvernement, je ne vous fais pas de dessin, et 3500 sont sortis, ce qui veut dire que c'est ceux qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire 12 ou 13 ans après l'étude. On les retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire en manque. Comme ceux qui étaient après-guerre, étaient nombreux comme médecins, ceux-là vont prendre leur retraite. Donc il y a plus de départs que de rentrées. Il y a plus de retraités que de nouveaux. Et depuis 2002, nous avons augmenté progressivement le numerus clausus, puisqu'aujourd'hui, il est à 8005 et presque 9000. Plus environ 1000 étudiants qui viennent des facs européennes, étrangères, ce qui fait 10 000. Donc on a rétabli un nombre de numerus clausus, et on les verra encore dans 12 ou 13 ans, c'est-à-dire 2035, pas avant. Donc ne dites pas de bêtises, et allez voir la courbe du numerus clausus depuis 1972. Ça fait des années que nous demandons l'augmentation du nombre de créations de postes de médecins, vous savez très bien. Propose n'a jamais proposé à cette Est-ce que, donc, sur ce vœu recentré sur la transformation du CHRO en CHRU, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Le vœu est adopté. Il y a le dernier point, M. Schuller, on fait le rapport. Lors de la dernière DSP Transport, il est prévu à la gare de Montargis 3 panneaux d'information. Ces panneaux seront installés par la SNCF, gare et commission. Ces panneaux ont pris 10 000 € chacun, ce qui était prévu d'ailleurs dans le PPI de la DSP, et un coût de maintenant de 1 500 € par an et par poste, pareil, pris en charge par la COU évidemment dans le PPI, et à payer à Gare et Connexion. Donc, comme l'information est arrivée tardivement et qu'on ne veut pas prendre de retard pour l'installation, je demande à ce que cette autorisation soit accordée au président. Accordez-vous cette autorisation? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non. Il y a un dernier point, il y a un vœu qui a été proposé par un conseiller concernant le tribunal de Montargis, en lien avec l'application de la nouvelle loi du 23 mars 2019, loi de réorganisation des services judiciaires. Il faut que vous sachiez, je vais proposer que ce vœu soit reporté au prochain conseil communautaire. Pourquoi? Parce que les maires et les présidents d'agglo participent actuellement à une procédure de concertation, de consultation avec les cours d'appel, ici la cour d'appel d'Orléans. Donc j'ai une réunion le 7 juin avec le président du tribunal de Montargis, avec lequel on va préparer la position qui sera défendue par l'agglomération. En vue de la réunion du 24 juin avec le procureur général et la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, qui doivent rendre ensuite leur rapport. Donc, ma proposition, c'est comme le prochain conseil est le 27 juin, je vous rendrai compte de ce que j'aurais pu obtenir et que nous fassions un vœu, je dirais, fondé, non pas, on parlait de consultation tout à l'heure, mais déjà, avant de faire un vœu, déjà commencer à travailler officiellement, avant d'engager la procédure officielle, plutôt que faire un vœu déconnecté de la procédure. Monsieur Lejean. Oui, je pense que vous ne mesurez pas le danger, M. Suppisson. Aujourd'hui, c'est tous les collègues du tribunal qui étaient rassemblés, c'est tout le barreau qui était là, les magistrats qui nous soutiennent. Donc on ne va pas attendre le 27 juin, il faut créer un rapport de force maintenant, M. Suppisson. D'où vous voyez que des choses, quel rapport? Moi aussi je vais rencontrer, je suis élu à la cour d'appel. Donc je suis du CGT au comité technique des services déconcentrés de la cour d'appel d'Orléans. Donc moi aussi je vais rencontrer la première présidente. Je la rencontre en CPSD, je l'ai rencontrée, j'ai vu le président cet après-midi. Et on voit bien
on sent bien qu'il y a une nécessité de créer un rapport de force, Monsieur Supplisson. Là, vous allez être reçu parce que la procédure l'impose, mais vous ne faites pas d'illusions. On sait déjà que la tendance forte à l'heure actuelle est à la suppression du service de l'instruction, avec toutes les conséquences que ça va engendrer. Donc aujourd'hui, il y a eu un rassemblement, il y a eu du monde, et là vous nous proposez, alors moi je repensais que ça ne posait pas de problème, en quoi ça va vous gêner dans les discussions? En quoi ça va vous gêner de dire qu'il faut, parce que ça c'est pas négociable, il faut maintenir un service de l'instruction à Montargis et pas partir dans des fausses négociations. On va vous dire, parce qu'on connaît les arguments, oui mais peut-être que dans quelques années on mettra un deuxième juge des enfants, tout ça, ça ne vaudra pas. Ça n'équivaudra pas à la perte d'un juge d'instruction avec ce que ça représente, avec les conséquences en chaîne qu'il y aura derrière sur toute la chaîne pénale, le juge des libertés et de la détention, le service de l'application des peines, le service pénitentiaire le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le CICL, pardon. Donc tout ça, le CISL, pardon, semi-liberté. Donc tout ça, ça va avoir des conséquences pour le tribunal. Donc c'est maintenant qu'il faut montrer que les élus quand même sont rassemblés, sont quand même capables de voter un vœu qui dit quoi? Qu'il faut maintenir à Montargis, qu'il faut une large consultation sur l'avenir de notre juridiction et consultation. Ça ne veut pas dire qu'on va nous informer à un moment donné de ce qui est déjà décidé. Qui dit qu'il faut le maintien des services de l'application des peines et de l'instruction à Montargis et qu'il faut le maintien d'une juridiction de pleine compétence à Montargis. Et je peux vous dire que tout le monde à Montargis, et certainement compris le président, comptait sur le vœu d'agglomération ce soir. Pas dans la perpète, pas dans des mois et des mois. Parce que les choses vont se jouer rapidement. Donc toute la communauté du tribunal comptait sur ce vœu ce soir. Donc je ne vois pas pourquoi il faudra encore attendre un mois. C'est maintenant. On va le faire pour qu'il est encore chaud. Il y a un collectif au tribunal qui s'est mis en place, il y aura tous les fonctionnaires. Donc il faut agir. Ça ne vous empêchera pas d'aller rencontrer la première présidente, d'argumenter tout ce que vous voulez, mais pourquoi ne pas soutenir le vœu de tout le personnel du tribunal? Pourquoi? Là, si vous me permettez, si vous répétez 10 fois la question, c'est inutile, une fois suffira. Vous allez répondre, c'est bien. Je réponds, mais très tranquillement. On a deux façons différentes d'aborder la négociation. Vous, c'est tambour, trompette, banderole. C'est comme ça que vous Moi, parlez, est-ce que c'était aujourd'hui? C'est pas comme ça. Il y avait les avocats dehors. On a vu, par exemple, sur des dossiers localement, que des actions administratives, juridiques, politiques, sans tout de suite sortir les banderoles, peuvent des fois atteindre des résultats très supérieurs aux banderoles, très supérieurs aux esbroufs. Et donc il faut absolument, Monsieur Le Thym, qu'on conduise cette négociation qui ne se limite pas au texte de votre vœu, qui est plus large. Le texte de votre vœu ne couvre pas tous les aspects de la négociation. Il y a la possibilité de récupérer d'autres services à Montargis. Et je trouve que rentrer dans une négociation avec un vœu qui servirait de cadre limitatif à ma position, c'est un handicap. Dites-nous lesquels. C'est pas ici que ça si c'est récupérer les beaux tout ça, on ferait avoir en beauté, ça ne représente rien. Il n'y a rien qu'on peut récupérer. Il n'y a rien qu'on peut récupérer qui équivaudrait à la perte de l'instruction. Alors vous emmenez où vos interlocuteurs, c'est-à-dire votre capacité d'écoute, elle est égale à votre capacité de négociation. Et votre capacité de mensonge et de réponse à côté de la table, vous avez quand même une capacité. Moi je n'inscris pas ce point à l'ordre du jour. Oui, voilà. Je peux avoir les mains libres et je vous rendrai compte. En quoi vous n'avez pas les mains libres? Pourquoi vous n'avez pas les mains libres? Monsieur Le Thym, je vous rendrai compte, je vous appellerai, on se verra. On fera savoir, vous ne soutenez pas. Bien sûr. Et je vous rendrai compte de cette négociation. Comme vous êtes un délégué CGT à la cour d'appel, eh bien vous serez informé, je vous appellerai, je vous informerai. Non, je serai informé bien avant vous, ne vous inquiétez pas, je sais très bien les coulisses de la discussion, vous ignorez. Bien sûr, c'est ça le problème. Excellent soirée à tous. Merci.